Bonjour à tous, c'est Claire. Comme promis, je vais vous montrer le deuxième jeu que j'avais reçu. Donc le premier, c'est le Prismavision, et donc on va découvrir le second jeu. Donc pareil, il arrive dans un joli papier. Hop, avec la représentation en fait on va dire le logo du jeu. Alors le jeu il est dans un plastique qu'on va enlever et on a une boîte magnifique. Alors vous voyez que là la boîte elle est violette, alors que dans le Prismavision on avait une boîte bleue. Alors on va découvrir ensemble ce qui est dans la boîte. Hop, waouh, magnifique. Alors ce jeu-là, c'est pas le petit frère, c'est le grand frère du Prismavision. C'est celui qui est sorti en premier. Vous voyez qu'ici on a l'œil ouvert, de l'autre côté on a l'œil fermé. C'est magnifique. Et c'est la version... alors c'est pas vraiment du noir et blanc. Et justement j'ai hâte de le voir. Voilà, c'est une sorte de violet et blanc. Waouh, c'est super joli. Là, on a les tranches qui sont dorées, alors que dans le Prismavision, les tranches sont argentées. C'est super joli, super beau. Alors, voilà le fond de la boîte, c'est un vrai petit bijou. On a le petit texte aussi avec le petit mot de l'auteur. Au dos, on a un peu le même type de choses qu'on avait sur le jeu précédent, avec la présentation en fait de quelques cartes. Voilà, c'est super beau. En plus, on a vous voyez sur la boîte aussi du doré. Il est magnifique. Alors ensuite, on va avoir exactement, donc comme c'est le jeu d'origine du Prismavision. Donc celui-là, c'est le Light Vision Tarot. Voilà. On a un petit mot de l'auteur au départ. Voilà, qui est sympa. Getting to know the deck. Donc une petite explication de la structure du jeu. Et après, c'est la même chose en fait que le jeu en couleur. Par contre, vous allez voir que le rendu n'est pas du tout le même au niveau des cartes. Et maintenant, vous savez, j'adore. Donc le rendu est différent et il y a une vibration très différente du Prismavision. Donc celui-là, je redis, c'est pas du noir et blanc. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la photo. C'est du violet et on va dire crème. Et du coup, ça lui donne un côté, comment dire, beaucoup plus, comment dire, moins noir, moins dark que s'il avait été en noir et blanc, et plus mystérieux. Donc celui-là, il va plus aller, je pense, travailler avec le mystérieux, peut-être un peu plus avec l'inconscient, et l'autre avec le conscient. D'ailleurs, je vous ferai certainement un exemple de tirage avec ces deux jeux, où on aura par exemple le côté l'ombre et le côté lumière. Alors par rapport au jeu de coloré, puisque c'est celui-là que je vous ai montré en premier, vous voyez qu'on a une sorte de plus grande clarté dans les illustrations. On n'a pas le côté poétique et doux de la couleur, mais on a plus de clarté. On voit bien mieux le loup là qui nage. Voilà, on a tout de suite on voit ce qui se passe sur l'illustration bien mieux qu'avec les couleurs. Le dos est superbe. Alors pour les gens qui se posent la question de prendre l'un ou l'autre, je vous montrerai, je vous montrerai un peu la différence. Voilà, là on a le dos du violet et le dos du coloré, on va dire. Alors,
Donc on retrouve hein, ce que moi j'adore, hein, par exemple là le magicien on a quelque chose il est acteur de sa vie, on a le petit personnage dans les mains, y a vraiment comment dire, des significations qui sont très très intéressantes et une façon d'exprimer les cartes qui est vraiment, vraiment très, très chouette. Donc là, la grande prêtresse, on va plus voir la lune, le côté lune, que le côté les fruits, les grenades. Donc on a une petite, comment dire, on va regarder les choses différemment. Là, on a l'impératrice. Dans celui-là, c'est plus sympa aussi parce qu'on voit, enfin c'est plus sympa, c'est différent, hein, mais on va voir les visages des personnages. Ça va être plus, comment dire, oui, on va plus les voir. Et du coup, ça apporte quelque chose d'intéressant. Quelque chose de différent, ça donne en fait on a l'impression d'avoir un jeu qui est quand même pas mal différent. Alors après, donc l'empereur, je crois que, alors j'ai pas, est-ce que l'autre je m'en sers, du coup j'ai mélangé les cartes. Est-ce que je peux retrouver l'empereur? Je crois qu'il est un petit peu différent, donc il a changé en fait l'illustration, j'aime bien. Là on a un côté très chamanique, très terre à terre, très incarné, on a presque l'impression d'un rituel. On retrouve donc le bélier. Voilà le hiérophante, c'est pareil, on voit bien le taureau avec les fleurs, voilà, et les étoiles, les constellations derrière. C'est intéressant parce que dans le 5, on a cette idée d'ouverture dans le hiérophante, d'ouverture vers le haut. On a le 4, la stabilité, et il apporte une ouverture vers le haut, et je trouve que le ciel étoilé rend bien ça, cette ouverture vers le haut, ce côté spirituel qu'apporte le hiérophante. Alors là, on a les amoureux avec cette scène de danse. Le chariot. Alors dans le chariot, celui qui est coloré, on a les phares qui éclairent. Ici, on a plus l'idée de suivre la colombe et l'idée du véhicule. La force, voilà, avec les lions. L'ermite. On voit le petit ermite sur son, sur son pont, là-bas au fond. La roue de fortune. Il y a quelque chose d'assez puissant, je trouve, cette roue de fortune. On ressent bien le mouvement. La justice. Le pendu. La mort, j'adore vraiment cette carte de la mort, je la trouve, je sais pas, elle me parle directement. La tempérance. En fait, ce qui me vient, c'est que il y a tout autant de poésie dans celui-ci, mais c'est un peu comme si c'était de la poésie écrite, comme s'il y avait une écriture et pas... L'autre a un rendu poétique de tableau. Là, on a un rendu poétique de... Je ne sais pas comment l'exprimer. En plus, ça a l'air de vouloir rien dire. Mais oui, de la poésie écrite, du mystère qu'il peut y avoir derrière les mots qui sont écrits. Bon. Peut-être quelqu'un comprendra ce que je veux dire. Voilà, là, on a à nouveau la magnifique tour que je trouve vraiment, vraiment réussie. Vous voyez, si on regarde par rapport à l'autre, je vous montre un petit peu le rendu. On a comment dire, on a la même illustration, mais on a un ressenti très différent avec celle-ci et avec celle-là. Waouh, j'adore l'étoile. La lune. Le soleil. Alors ici, comme c'est en noir et blanc, on ressent moins l'énergie du soleil et de, comment dire, l'éclatante couleur.
Par contre, on a ce chaos en fait et cette explosion peut-être de créativité qu'on voit bien au niveau du dessin. Dans celui-ci, on va plus faire attention aux traits et dans l'autre, ça va plus toucher la délicatesse des couleurs, va toucher l'impression générale. Là, on va plus se relier, je pense, aux traits, le jugement qui est superbe, le monde. Ah, et puis voilà Ah, j'adore. Bah, je préfère cette carte-là à la carte supplémentaire du coloré. J'aime beaucoup. Le verger. Sympa, hein? Waouh. Et puis après, on a exactement le même principe hein, que dans le précédent, c'est-à-dire que les cartes vont créer un tableau. Voilà, donc alors je ne vais pas vous le refaire complètement comme j'avais fait pour l'autre, mais vous voyez qu'on a toutes les cartes de la suite toutes les cartes vont raconter une histoire. Donc là, on a la fontaine avec l'eau, la fontaine de jouvence, la fontaine de guérison. Hein, on peut parler de beaucoup de choses à partir de cette fontaine. Ici, on a la rencontre. La rencontre, d'ailleurs, je l'ai dit aussi dans l'autre, qui est très intéressante parce qu'on est dans l'eau. Et on a cette rencontre de cœur à cœur, hein, où on s'est mis à nu. Donc elle parle de rencontres interpersonnelles et peut-être amoureuses, mais ça parle aussi de véritables rencontres ou de la rencontre de soi-même. Voilà, son masculin et son féminin. On peut raconter énormément de choses sur ce 2 de coupe. Le 3 de coupe est hyper sympa parce que on a des ballerines dans le 3 de coupe coloré et ici on a plus quelque chose de un petit peu plus chaotique, un peu plus fête, un peu plus naturel et j'aime beaucoup cette représentation plus dans le plus naturel en fait et moins dirigé que dans un ballet. Voilà, et puis là on a le 4 de pentacle. Et vous voyez qu'on a des volutes, hein, donc c'est vraiment l'esprit de ce jeu-là. Il y a beaucoup de mouvements dans le jeu, dans ce jeu. Alors si on continue donc l'histoire, on retrouve donc ici le 5 de coupe. Alors, vous voyez, on voit bien les coupes qui sont jetées dans la mer. Hop. On a là le 6 de coupe, j'aime bien, c'est pareil, on voit bien les visages des personnages. Donc il y a quelque chose qui va nous interpeller au niveau visage, donc moins au niveau couleur, plus au niveau de l'expression des personnages. Voilà, puis après on va continuer cette aventure dans ce monde des coupes. Avec ce ressenti pareil, il y a beaucoup dans les 7 et 8, on voit que ça brasse beaucoup, qu'il y a beaucoup de volutes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, j'aime le 8 de coupe, ça me fait penser en fait au film Zatoichi avec ce maître de sagesse qui marche et qui passe qui voyage. Là, on a cette idée vraiment de voyage, de quitter un endroit pour aller vers un autre. J'aime bien. Là, par contre, on retrouve ce bien-être. Il y a vraiment, on ressent en fait le bien-être du 9 de coupe. Oh, j'adore celle-ci. Et vous voyez, on a aussi donc les petits personnages mignons, les enfants. Avec cette sensibilité d'enfants qui sont dans les arbres, qui ont suspendu des coupes. Alors même chose, moi je vais essayer de mettre le roi aussi. Donc on a une image beaucoup plus claire, beaucoup plus nette.
on voit bien mieux les détails, on voit bien mieux les personnages. Et c'est pareil, on a accès au visage du personnage et donc à ses ressentis. Vous voyez que là, on voit bien les petits poissons qui tombent. J'aime beaucoup. Voilà, on a le page qui offre à manger au dragon. On va avoir le cavalier qui chevauche le dragon. J'adore ce cavalier. Cette reine tout en douceur. Et on a bien l'eau, elle dégage l'eau. Il y a les poissons qui coulent le long de sa robe. Et puis ici, le roi avec sa coupe. Et le poisson qui sort de la coupe. Alors vous voyez, pour les pentacles, on a la même chose, on a cette histoire qui est racontée au fur et à mesure de l'avancée dans les pentacles. C'est une histoire, c'est aussi une fresque. Donc voilà, on a la porte, l'entrée dans le monde des pentacles, dans le monde du matériel, le 2 de pentacles avec cet équilibre, le 3 avec les dons, la capacité à faire, la créativité, et ici le 4. Le 4 qui est une carte qu'on appelle souvent l'avidité, mais c'est aussi une carte de prendre soin de soi, c'est-à-dire c'est une carte de stabilité dans les pentacles, donc ça peut être de l'excès, je garde plein de choses juste pour moi, ou ça peut être un besoin de revenir à soi et de prendre soin de soi et prendre soin de ce qui nous appartient. Hein. Et souvent, j'ai très souvent cette carte pour les gens qui ne prennent pas suffisamment soin d'eux, qui ne prennent pas suffisamment de temps pour eux, voilà, qui ont besoin en fait d'un moment de pause et de guérison. Hop. Ensuite, on continue cette petite histoire. Donc on a ce 5, 6, 7, 8 dans les pentacles. Donc le 5 de pentacle, avec, on voit la personne qui est allongée en bas du mur. On a les enfants. Et là, on a le partage qui est réalisé. C'est la petite fille qui apporte son denier à l'édifice. Je trouve que c'est aussi une perspective qui est très intéressante. Voilà, on n'est pas sur le Rider-Waite-Smith, on a des adultes. Ici, on a le monde de l'enfance et la capacité de partage, peut-être donc partage du cœur. Voilà, même si les enfants ne sont pas vraiment reconnus pour être très partageurs, mais on va dire que c'est l'enfant, la petite graine intérieure, on va dire la lumière intérieure, l'enfant innocent qu'on n'évite plus. Le 7 de pentacle, on a la personne qui va planter, ou peut-être, oui, non, là on a une idée de plantation, puisqu'après on a cette carte-là avec les plantes qui vont grandir. Et on a les fleurs, les marguerites. Donc on a plus la signification de prendre soin que la signification de la répétition. Donc plus, voilà, j'ai pris soin de mon jardin. On peut vraiment aussi le travailler en jardin intérieur, hein, cette suite de pentacles, au niveau psychologique. Et voilà, je prends soin des fleurs qui poussent. Donc par exemple, je plante les graines de la guérison et je commence à voir voilà, ce beau jardin plein de fleurs. Et ce sont voilà, le début de la guérison, les premiers résultats du travail que j'ai réalisé dans le 7 de Pentacle. Oh, j'adore, je ne m'attendais pas à autant aimer cette version. J'adore. Alors, ensuite, on a le 9 de Pentacle. On retrouve la femme avec l'oiseau, mais là, elle est nue.
Donc on a quelque chose de beaucoup plus profond en fait comme signification, de plus pur. Hein. Souvent la nudité elle est liée à la pureté. On va avoir le 10 de pentacle, plus traditionnel, mais avec des fleurs qu'on reconnaît un peu mieux. Et puis on va après regarder les cartes de cour avec ce page qui observe ce pentacle. Et hop, on va remettre la petite histoire des cartes de cour. Alors, donc on a le page qui observe le denier. On a le cavalier de denier. Vous voyez que ce cavalier, c'est le cavalier le moins actif puisqu'on est on est dans du yin, hein, on est dans des choses inactives, mais il est quand même sur son cheval. On a la très belle reine de pentacle au milieu des fraises. Et puis on a le roi de pentacle qui est beaucoup plus visible. Hein. On voit bien on dirait un buffle, peut-être un taureau, et il prend le taureau par les cornes. On a la fraise. Voilà, donc ça demande peut-être un petit peu de réflexion, cette carte-là, surtout dans cette représentation-là qui est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus visible. Hop. Et puis donc on va rentrer dans le monde des épées. Dans le monde des épées où nous allons découvrir ce qui se passe dans ce monde des épées. Alors je l'aime beaucoup en noir et blanc, enfin en violet et crème. Je trouve qu'il est super parlant. Donc là on a l'épée de la justice, l'épée du mental, l'épée qui est plantée dans le sol. Voilà, il y a quelque chose de très déterminé dans cet as d'épée. Le 2 d'épée, le 3, et puis le 4. Voilà, j'en ai parlé dans l'autre version des significations de ces cartes-là. D'ailleurs, on va pouvoir peut-être relire d'autres significations. J'aime beaucoup le pont du 6 d'épée. Le pont qui est constitué par les épées, le pont du mental. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant. On voit bien aussi les papillons. Et voilà, le 7 avec un personnage, le personnage masqué. Donc il y a toujours ce masque des épées, ce masque de l'oiseau avec le nez. Et puis donc c'est quelque chose de plus traditionnel qui ressemble plus au Rider-Waite. Donc on a le personnage qui tient des épées, et puis il y en a 5 qui sont devant lui. Donc est-ce qu'il les a volées? On a l'impression voilà, qu'il les a prises. Donc après, est-ce que c'est un acte, voilà, le fait d'être astucieux, de pas forcément aller, de se confronter forcément tout de suite aux situations, mais ça peut être aussi un acte de traîtrise. Donc il y a les deux significations dans cette carte-là. Ensuite, nous avons le 8 d'épée, le 9 et le 10, avec voilà, ce 9 d'épée sur les cauchemars qui est quand même assez effrayant, avec cet oiseau, ce signe qui normalement représente la douceur, la grâce. Et ici, on a quelque chose d'assez surprenant, puisque c'est cet oiseau-là qui représente la grâce, qui a été choisi pour avoir ses dents acérées, pour représenter donc cette peur. Le 8 d'épée, on va regarder le 8 d'épée, ce qui est la signification. Une personne, donc elle est curled, elle est enroulée en fait autour d'elle-même, un peu en position, d'ailleurs on voit un petit peu en position de fœtus. Alors, hop. Alors je vous fais une traduction live, donc c'est pas toujours super beau. D'accord, donc il y a le mur imposant d'épée.
Alors, les épées peuvent soit, leur intention, ça peut être, ah ça c'est intéressant, soit de l'emprisonner, soit de la protéger. Mais en fait, voilà, c'est un peu... Il y a quelque chose d'un petit peu illusoire. C'est intéressant parce que ce 8 d'épée, très souvent, ce sont les peurs, en fait. Et les peurs, elles viennent au niveau inconscient d'une volonté de protection. Les peurs, elles sont là pour nous protéger. Si on n'avait jamais peur, en fait, il y aura plus d'humains sur Terre. Donc c'est important, les peurs. Donc on a cette idée de protection et d'emprisonnement. Bon, c'est clair donc que dans cette illustration-là, il n'y a pas vraiment, se protège pas vraiment. Il y a quelque chose d'un peu illusoire. Les papillons volent autour d'elle. Voilà, ils se posent sur ses mains, ils flottent sans vraiment penser. Alors, ah oui, en fait, il y a les papillons qui flottent autour d'elle. Alors, est-ce qu'on peut voir ah oui, le papillon sur la main. Elle est enfermée dans ses pensées, peut-être dans ses peurs, dans ce désir de protection. Elle ne voit pas qu'il y a d'autres possibilités et qu'elle peut bouger. Après, la signification est très proche du Rider-Waite-Smith. Et puis après, donc, on a le 9 d'épée. Donc là, on voit, il y a le signe qui arrive sur lui. Il ne bouge pas. C'est vrai qu'il a l'air complètement presque en confiance. Ou alors, on pourrait dire qu'il ne se rend pas compte du danger qu'il peut courir. Et en tout cas, il ne fait pas de mouvement pour se défendre. Il y a quelque chose, oui, sur le martyr, en fait. Le fait de se laisser martyriser par ses peurs. Ah, et c'est le fait qu'il soit passif, qu'il se laisse emprisonner, lui aussi, on a cette idée-là. C'est sa passivité, un peu comme dans la carte précédente, qui fait que il ne se rend pas compte du danger, ou il ne va pas réagir face au danger, et il va se mettre... voilà, il est dans cette situation-là. Donc c'est l'idée de bouger, de ne pas se laisser martyriser par ses peurs. Et puis donc là, on a le 10 d'épée. Et puis, les jolies cartes de cour. Voilà, donc le page, le cavalier, la reine et le roi, avec ces petits oisillons qui sont, eux, touchants. Et d'où proviennent tous les papillons. Ça, c'est intéressant aussi. Vous voyez qu'on peut faire énormément de choses avec ce jeu-là. On peut faire de la projection, c'est-à-dire faire vraiment du psychologique. Comme il y a énormément de petits détails, c'est un facteur d'intuition. Il va aider en fait l'intuition à se réveiller, à parler. Voilà, et là on a donc les bâtons, l'As, le 2, le 3, avec voilà, le personnage qui a l'air de faire un rituel. Le 4 et le 5. Pareil, un magnifique paysage qui est proposé à travers ces cartes-là. Alors, le 6, 7, 8. Voilà, je vous laisse vous imprégner de cette énergie de ce jeu. Vous voyez qu'on retrouve là les volutes. C'est vraiment une des caractéristiques du jeu. Ici, il y a quelque chose, je trouve qu'il a un petit côté asiatique. Quand on voit une carte comme ça fait très, très asiatique. Un peu les contes. Voilà, on a le personnage qui est submergé par les fleurs. Et ici, donc, il porte ses bâtons. Et voilà, après, donc, on a les cartes de cour, donc le page, le cavalier, la reine et le roi.
Et voilà, pareil, une très très belle représentation. J'aime beaucoup la reine de bâton, elle est magnifique là. On voit bien tous les détails sur sa robe. J'adore. Il est superbe. Et là, c'est pareil, on a une vision beaucoup plus claire du personnage. Très très beau. C'est vraiment un jeu, mais qui est superbe. Alors, en fin de vidéo, je vais interroger le jeu. Je vais lui demander qui il est, quelle est la carte qui le représente le mieux, et puis qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Donc, je me concentre. Prendre la carte, qui il est. Voilà. La roue de fortune. Et qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Le beau cadeau, en fait, qu'il peut apporter, avec son énergie particulière. L'impératrice. Donc on peut, donc là déjà on a deux majeurs, donc ça va être un jeu qui va beaucoup travailler, qui va aider à accompagner sur le chemin de vie. Alors la roue de fortune, c'est un jeu qui, je pense, on peut avoir cette idée-là de la roue de fortune, c'est les cycles de la vie. Donc ça va être un jeu qui va accompagner très facilement sur les cycles de la vie. C'est un jeu qui est là pour accompagner les cycles de la vie. C'est aussi, on peut le voir, la roue de fortune, c'est un jeu changeant, qui va être capable de s'adapter aussi au type de questions et au type de travail qu'on peut faire avec lui. Et ça, je le ressens bien parce que j'étais partie sur l'idée de l'utiliser comme un jeu qui va plus travailler l'ombre, et j'ai l'impression que c'est un petit peu le contraire, et c'est-à-dire qu'on pourra peut-être plus travailler la lumière avec ce jeu-là, et le jeu coloré plus travailler l'ombre, parce qu'il va beaucoup plus toucher les émotions, et celui-là est beaucoup plus... il a un côté plus, je trouve, plus rassurant, qui encadre en fait, qui est plus... moins dans l'émotionnel. Donc quand je vais être dans un excès d'émotionnel, si je veux comprendre une émotion, je vais prendre celui avec les couleurs. Si j'ai envie de la calmer, de la cadrer, je vais prendre ce jeu-là. D'ailleurs, là j'étais pas mal dans l'émotionnel, j'ai des petits soucis, donc je m'inquiète sur des choses. Et ça m'a énormément calmée de présenter le jeu. Donc vraiment, je pense que c'est un jeu qui est très lumineux, paradoxalement. Et son cadeau, c'est l'impératrice, donc il va être nourricier, il va apporter cette grâce et ce côté, on voit, on a des blés dessous. Alors j'aime énormément aussi cette impératrice parce que, indépendamment des blés du côté nourricier, on a ces petites choses qui arrivent au niveau de la tête de l'impératrice, et donc je peux aussi me relier à la signification qu'on a en tarot de Marseille sur l'intelligence. Et je trouve que ce jeu-là, il respire aussi l'intelligence, et pour ça, je le trouve très intéressant. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!